Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes encore candidat Europe Écologie Les Verts pour l'élection présidentielle. On va évidemment parler de vos négociations en ce moment avec Benoît Hamon, avec le candidat du Parti Socialiste ou de la primaire issue de la gauche. Mais d'abord, je voudrais vous interroger sur une question d'actualité. J'imagine que vous avez vu les images des violences ce week-end à Bobigny. Marine Le Pen disait hier qu'on n'avait pas tiré les leçons des émeutes de 2005. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement? Il y a un risque d'embrasement parce que ça fait des années qu'on ne traite pas la question des quartiers populaires. Ça fait des années que se multiplie la discrimination, que s'accroît la ghettoisation, que les services publics petit à petit disparaissent, que les écoles deviennent des dortoirs, qu'on n'arrive pas à créer des emplois, qu'on n'arrive pas à les désenclaver du point de vue des transports. Et donc forcément, il y a une incroyable exaspération dans ces quartiers populaires qui font que les habitantes et les habitants aujourd'hui sont des écorchés vifs de la République. Et pour ma part, je suis extrêmement inquiet du développement de la situation parce que quand on se balade dans ces quartiers, tout le monde nous dit n'importe quelle étincelle peut remettre le feu au quartier. Il y a un tel niveau d'exaspération. Et quand vous discutez avec les habitantes et les habitants, dès qu'ils sont noirs, qu'ils s'appellent Mohamed ou qu'ils ont les yeux bridés, ils ont peur dans beaucoup d'endroits de la police. C'est terrible. Si tout ça est vrai, pourquoi Benoît Hamon, vous en parlez aussi peu? On parle d'écologie, on parle de plein de sujets. Ces sujets-là sont quasiment jamais abordés. Il faut qu'il y ait un événement comme celui-là pour en parler. J'ai passé quasiment toute la semaine dernière dans des quartiers populaires avec les villes et les banlieues, justement sur ce sujet-là, pour discuter de l'école, pour discuter de la politique de la ville, pour discuter du logement. Mais concrètement, vous proposez quoi? La politique de la ville, par exemple. Quoi concrètement? Par exemple, quand nous disons 750 000 logements rénovés par an à la fin du quinquennat, c'est prioritairement sur les quartiers populaires, sur celles et ceux qui souffrent de précarité énergétique. La précarité énergétique dans les quartiers, c'est pas simplement être en difficulté pour se chauffer, pour avoir de l'électricité, c'est pas seulement une énorme dépense contrainte, c'est des problèmes de santé. Quand nous nous battons pour la garantie universelle sur les loyers, quand nous nous battons sur l'encadrement des loyers, j'étais à l'audition de la Fondation Abbé Pierre, quand nous nous battons pour 160 000 logements sociaux construits par an en plus, parmi les 500 000 logements qu'il faut construire. C'est redonner à la fois du confort, c'est redonner du pouvoir d'achat et la volonté que ça crée des emplois dans les quartiers. Donc réponse sociale, mais pas de réponse sur la question précise de la sécurité dans ces quartiers. Nous le disons depuis des années et des années, ça a été une incroyable stupidité d'arrêter la police de proximité. Ça faisait le lien entre la police et les habitants. C'était des policiers qui étaient connus dans les quartiers, c'est des policiers qui connaissaient bien les quartiers. Cette rupture entre la police et les populations a été une incroyable erreur fondamentale. Mais c'est aussi tenir ses promesses. Quand en 2012, il y avait un engagement que nous portions aussi du récépissé sur les contrôles d'identité. C'est aussi une façon de renouer le lien entre la police et les habitants, d'éviter l'exaspération. Parler aux jeunes, je veux dire, les violences sont inacceptables, bien sûr, et la famille de Théo avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de violence. Mais parler avec les jeunes, ils sont contrôlés en permanence, ils n'en peuvent plus de cette situation. Quand vous avez un policier qui ose dire mais c'est pas un problème de dire bamboula. Est-ce que c'est acceptable que dans un service public français, il y ait cette idée qu'on peut parler dans la rue comme on parlerait dans une réunion du Front National. Justement, d'un mot, hier, Jean-Luc Mélenchon, à propos des conditions d'arrestation du jeune Théo, a dit clairement qu'il fallait procéder à une purge dans les effectifs de police. Vous utilisez ce mot, il faut purger les effectifs de police. J'aime pas ces mots. Aujourd'hui, rétablir la confiance entre la police et les populations, c'est évidemment qu'il y ait un service public de protection des populations, mais c'est protéger la très grande majorité des policiers qui font bien leur travail. Il y a aujourd'hui des comportements qui sont parfaitement inacceptables. Il y a le sentiment d'une double justice. Franchement, est-ce qu'on peut dire que lors d'un contrôle d'identité, le fait qu'il y ait une matraque qui pénètre un anus, c'est juste un petit accident et que ça peut arriver à n'importe qui? Et visiblement, on découvre qu'il y a eu d'autres cas, c'est pas un cas isolé. Bien sûr qu'il y a eu d'autres cas, et c'est pas un hasard si Théo est noir, comme Adama Traoré était noir aussi. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment qu'il y ait un énorme effort qui soit fait
sur la formation des policiers, remettre de la police de proximité et puis arrêter de discriminer ces quartiers. Il y a des forces vives extraordinaires dans ces quartiers. Le seul débat politique, c'est sur la question sécuritaire. C'est une sorte de réservoir de coupables permanent aux problèmes de la République. C'est pas comme ça qu'on réglera les problèmes. J'en viens à vos discussions avec Benoît Hamon. Il se trouve que le 30 janvier dernier, vous étiez à ce micro face à Jean-Jacques Bourdin et vous lui avez dit en résumé « J'aurai mes 500 parrainages et il y aura, quoi qu'il arrive, un bulletin Jadot au premier tour d'élection présidentielle. » La question, elle est simple. Est-ce qu'on peut encore vous croire, Yannick Jadot ? J'aurai mes 500 parrainages, vous pouvez parfaitement le croire. Et aujourd'hui, mais est-ce qu'il y aura un bulletin Jadot ? Aujourd'hui, il y a un bulletin Jadot. Demain, il y aura un bulletin Jadot. Mais la situation politique est nouvelle. Attendez, vous me dites ça alors que vous êtes en train de négocier avec Benoît Hamon. J'y arrive. La situation politique est nouvelle. J'ai effectivement mes équipes, comme les équipes de Benoît Hamon, et j'espère que nous aurons cette discussion avec Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent ou d'autres acteurs de la scène politique à gauche. Nous avons une responsabilité historique. Notre pays suffoque sous les pics de pollution, suffoque sous les pesticides, suffoque sous le dérèglement climatique, suffoque sur des institutions totalement bloquées et une économie verrouillée. Très bien. Donc, notre responsabilité historique, c'est d'apporter un extraordinaire espoir dans la société. Donc, Donc, vous êtes en train de discuter justement d'une plateforme programmatique, quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de gauche plurielle revisitée. Il y a quelques minutes, sur l'antenne de RMC, le directeur de campagne de Benoît Hamon, Jean-Marc Germain, a dit « Ça y est, c'est fait, on est quasiment arrivé à un accord ». C'est le cas, vous en êtes où ? C'est bien l'enthousiasme de Jean-Marc Germain. Là où on en est, il y a eu des discussions très longues hier, très constructives, très positives. Mon seul sujet, vous le savez, il n'y a pas de discussion aujourd'hui sur les circonscriptions. Ça n'est que j'ai exigé qu'il n'y ait qu'un débat de projet. Non, mais attendez. Ça, on peut vous croire ? Non. On peut vous croire ? Vous voulez nous faire croire que vous ne parlez pas des circonscriptions, des investitures pour législatives ? Nous ne parlons pas des circonscriptions. J'ai toujours dit que ça ne serait pas un accord d'appareil. C'est en ça que ça ne sera pas la gauche plurielle. Ça doit être une dynamique qui dépasse Europe Écologie Les Verts, qui dépasse le Parti Socialiste, qui s'adresse à tous les acteurs de la société civile. Non mais très bien. Les artistes, les jeunes, les intellectuels, les chefs d'entreprise, tout ce monde-là doit se retrouver dans une dynamique d'espoir autour d'une société qui se projette économiquement vers la durabilité, vers l'innovation, qui se projette socialement vers de nouvelles protections sociales. J'entends ça, Yannick Jadot. Mais c'est ça l'essentiel. Vous allez avoir du mal ce matin à nous faire croire que dans vos discussions sur le programme, et je vous crois sincère, que vous ne parlez pas des circonscriptions. Même Cécile Duflot en parle, tout le monde en parle, vous seriez le seul à pas en parler. Qu'il y ait des gens qui en parlent, que ce soit une dimension qui n'est pas secondaire. Si vous passez un accord, est-ce qu'il y aura un label commun entre les élus socialistes et vous ? Donc vous parlez des circonscriptions alors. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ce que j'ai dit toujours, ma priorité c'est le projet. Je veux pouvoir discuter d'un grand projet qui crée un enthousiasme dans notre pays et qui soit un projet gagnant pour l'élection présidentielle. Alors justement, parlons-en. Parlons du projet, parlons du fond. Après, vous avez raison, se posera la question des personnes et se posera la question d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre ce projet. Mais s'il n'y a pas d'accord de projet, il n'y aura aucune autre discussion. Alors parlons du fond. Il y a une question qui va être posée aux électeurs de la primaire écologiste. Bien sûr. Dans quelques jours. Je crois que ça commence demain, c'est ça ? Mercredi, ils auront 24 heures pour se prononcer sur Internet. Vous avez posé des conditions à Benoît Hamon. C'est pas un chèque en blanc. Alors concrètement, vous lui demandez quoi pour qu'il y ait accord ? Alors, la question qui est posée à tous celles et ceux qui ont participé à la primaire écologiste, c'est de dire, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que nous ayons des discussions avec un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. C'est ça la question. Mais des discussions sur le fond. Alors qu'est-ce que vous lui demandez ? Très clairement, nous, c'est la question de la clarté du projet et de la cohérence. D'accord. Si on veut lutter contre les perturbateurs endocriniens, il faut sortir l'agriculture des pesticides, qui est un piège absolu aujourd'hui dans le modèle. Oui, mais vous demandez surtout proportionnelle intégrale, sortie totale du nucléaire, etc. La question, elle est simple. Si Benoît Hamon refuse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Or, Benoît Hamon, il n'est pas favorable à la proportionnelle intégrale, par exemple. Nous en discutons. Ni à la sortie du nucléaire définitive. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut vraiment
comme les autres pays, se lancer dans les énergies renouvelables, créer des centaines de milliers d'emplois sur tous nos territoires, y compris beaucoup de territoires qui aujourd'hui sont abandonnés économiquement. Les PME des énergies renouvelables, comme les artisans, les ouvriers du bâtiment, ce sont des emplois sédentaires, non délocalisables. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on continue à mettre des milliards dans un nucléaire qui est en train de s'effondrer et qui remet en cause la viabilité d'EDF ? Donc de la même façon, ce matin, pour que ceux qui nous regardent soient clairs, est-ce que vous nous dites ce matin que vous êtes à 2 doigts de signer cet accord, oui ou non? Je dis ce matin que nous avons eu une réunion constructive, positive hier, que tous les points ne sont pas tranchés et que s'il doit y avoir un accord, ce sera un accord pour une grande dynamique. Ce sera pas un accord entre partis politiques, ce sera un accord entre des candidats qui veulent créer un immense enthousiasme, qui veulent redonner de l'espérance dans notre pays, face à l'immobilisme. Sauf que cette décision-là, si j'ai bien compris, qu'attendent sans doute des millions d'électeurs de gauche, Absolument. Elle dépend de 12 ou 15 000 électeurs de la primaire. C'est vraiment la démocratie. C'est eux qui vont décider à 12 000 ce qu'il adviendra pour cette présidentielle. Mais bien sûr que c'est la démocratie. J'ai reçu un mandat de la part de 17 000 personnes inscrites à la primaire écologiste. Et si je dois changer mon mandat, c'est que le prochain quinquennat soit écologique, social, européen. Si je dois changer mon mandat, il est normal que je retourne vers mes mandants. On ne peut pas vouloir changer les institutions, vouloir redonner le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens et de dire... Quand ce sont nos histoires, c'est moi, Jadot, qui décide tout seul pour les 17 000 personnes. Je suis fier. J'entends ça, mais c'est pire que ce que vous dites, parce que vous allez les interroger une première fois sur le principe des négociations, mais une fois que l'accord sera convenu entre Hamon et vous, il faudra qu'il se reprononce une deuxième fois. Ça s'appelle la pour démocratie, dire si vous Monsieur désistez. Neumann. Ça s'appelle la démocratie, Monsieur Neumann. Ça s'appelle donner confiance. C'est pas avoir confiance dans l'intelligence collective. Il y a une formidable espérance. Je l'ai dit, il y a les candidats de l'immobilisme. Il y a les candidats ou la candidate d'une France nauséabonde, repliée, xénophobe. Moi, je veux participer à la grande aventure qui recrée des emplois, redonne de la sécurité, refonde l'Europe. Nous devons retrouver l'espoir dans l'horizon européen. Il faut que notre jeunesse se sente ouverte sur le monde et ouverte sur l'Europe, partie prenante. J'ai cru comprendre que vous aviez fixé une date, le 23 février, comme une sorte d'ultimatum. Il faut que tout soit réglé. Là, en réalité, dans les 10 jours, dans les 12 jours. Si il doit y avoir un accord, faut que ce soit évidemment avant la fin février, puisque fin février démarre la dynamique des parrainages. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une dynamique. Il faut pas que les choses se traînent. Il y a besoin d'enthousiasme. L'élection, la désignation de Benoît Hamon dans sa primaire a été une phase d'enthousiasme dont j'ai pris acte. Il a été élu dans une primaire socialiste sur un projet largement écologiste. Très bonne nouvelle. Oui, tout est en train de bouger en France. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre tout ça. Il y a quelques mois, avant que Benoît Hamon soit désigné vainqueur de la primaire, vous disiez il y aura une candidature écologiste, on ira jusqu'au bout. Il était même pas question qu'il y ait d'accord entre vous pour les législatives. Et là, tout à coup, vous stagnez à 1 ou 2% dans les sondages. C'est pas et ça, hop, monsieur. On fait l'accord. C'est que la dynamique a totalement évolué. Vous le savez, moi, il y a un peu plus d'1 an, j'étais un des initiateurs de la primaire des gauches et des écologistes, avec Piketty, Méda, Cohn-Bendit, Goupil. Mais vous n'êtes pas venu dans la primaire. Vous n'êtes pas venu dans la primaire. Parce que notre sujet, c'était quoi ? Notre sujet, c'était la construction d'un pôle écolo, social, européen, démocratique. Tous les appareils politiques ont refusé cette primaire, vous le savez bien. Et donc, aujourd'hui, en fait, d'une certaine façon, l'idée de cette primaire, qui est la grande dynamique citoyenne sur l'écologie, le social, l'Europe et la démocratie, peut revenir par la fenêtre. Pas par une primaire, mais par un concours. J'allais presque dire un concours de circonstances, et qui est bienvenu. Il y a 2 mois, qui donnait à mon vainqueur ? Personne. Faut le dire, lui probablement y croyait, mais personne n'y croyait. Et ben voilà, ça veut dire que quand s'ouvre un espace dans la société, quand c'est potentiellement en train de se recomposer, c'est une chance extraordinaire pour la France de pouvoir se dire notre avenir peut être désirable autour d'un beau projet en commun. Vous avez retrouvé le numéro de téléphone de Jean-Luc Mélenchon ? Mais écoutez, on va pas jouer la cour d'école. Ah bah attendez, il dit vous dites que vous l'avez appelé, il dit qu'il a pas eu votre message. Oui, bah je crois que vous voyez tout à l'heure. On va se voir tout à l'heure sur un combat que nous avons en commun, qui montre bien qu'il y a des passerelles qu'on peut faire avec beaucoup de personnes, si ces personnes sont capables de dépasser leur ego,
et leur appareil. Alors qu'avec Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas d'accord sur l'Europe, vous n'êtes pas d'accord sur la Russie, vous n'êtes pas d'accord sur des sujets fondamentaux, mais il faut quand même s'allier avec lui. Vous avez parfaitement raison. J'ai des désaccords profonds avec Jean-Luc Mélenchon sur la question européenne. Je pense qu'on peut investir, et c'est ce que disent tous les gens sérieux qui travaillent sur l'Europe, on peut avoir un plan massif d'investissement en Europe qui crée des millions d'emplois dès demain, si on le veut. Il n'y a pas besoin de changer les traités. Bien sûr que moi je suis pour une nouvelle constitution européenne, mais on peut investir dès demain. Et c'est vrai que j'ai un vrai différent sur la question de la démocratie internationale. Mais vous avez entendu ce qu'il vous a répondu, Jean-Luc Mélenchon, hier. Il vous a dit, l'union de la gauche, c'était hier un combat, aujourd'hui c'est des combines. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes dans la combine? D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que je suis dans la combine? Je vous pose la question. Moi, je dis, si on dépasse pas les égos et si on dépasse pas les appareils, nous perdons une occasion historique de changer ce pays. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est si fier, si imprégné de son égo et de sa place dans l'histoire de France qu'à un moment il dit, l'enjeu c'est pas les Françaises et les Français, l'enjeu c'est pas la France, l'Europe et le monde, et que son égo, qui est normal quand vous faites de la politique, vous en avez. C'est comme ça. Mais est-ce que bien sûr, est-ce que c'est si important à un moment donné que ça doit remettre en cause une perspective de rupture dans ce pays, d'une alternative qui donne de l'espoir? Je dis que non. Alors oui, j'ai des différends avec Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que ses électeurs, est-ce que lui-même et ses électeurs considèrent que les gauches sont absolument irréconciliables entre Armand, Jadot et Mélenchon? Contrairement à ce que vous aviez dit à Jean-Jacques Bourdin il y a moins de 10 jours, il y aura peut-être pas de bulletin Jadot au premier tour, mais à coup sûr il y aura un bulletin Mélenchon. Je ne sais pas ce que va faire Jean-Luc Mélenchon. J'espère qu'il va continuer à réfléchir, que ses équipes vont continuer à réfléchir et surtout que ses électrices et ses électeurs vont réfléchir. S'il y a une perspective d'espoir, il ne peut pas lui tourner le dos simplement en balayant ça d'un revers de main. Je dis simplement que si à un moment donné, il y a l'opportunité de la grande aventure politique de cette présidentielle. On n'est pas David Copperfield. Emmanuel Macron, c'est David Copperfield. C'est regardez ma main, hop, et là de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a des lumières. Sauf que lui, il a besoin de s'allier avec personne. Oui, il a besoin de s'allier avec personne. Mais moi, ce que je veux, c'est que je veux réconcilier les Françaises et les Français, non pas autour d'un homme politique, mais autour d'un projet. Et je pense que l'équation gagnante de cette élection présidentielle, c'est le renouvellement des idées, le renouvellement des pratiques, le renouvellement des personnes. Et je crois que c'est notre dynamique sur laquelle on travaille aujourd'hui qui peut cocher toutes les bonnes cases. On vient de parler d'Emmanuel Macron, je voudrais que vous disiez un mot de François Fillon. Il est venu devant les Français, il a présenté ses excuses, il est reparti en campagne. Est-ce que vous dites encore ce matin qu'il est, comme vous l'avez dit, disqualifié pour cette campagne présidentielle? Bien sûr qu'il est Donc disqualifié. les excuses ne servent à rien. Mais on peut pas, la politique, ça peut pas être je m'excuse, circuler, il y a rien à voir. Je veux dire, il y a eu des comportements totalement contraires à la morale et à l'éthique politique. Vous avez vu ce sondage ce matin, plus de 80% des Français ne font pas confiance à leurs responsables politiques. C'est dramatique. La politique, c'est faire ensemble, c'est noble. Et moi, je suis profondément choqué, très perturbé que l'entêtement de François Fillon à vouloir être candidat, soutenu par une droite qui, parce qu'elle est divisée, préfère avoir quelqu'un qui ne soit pas éthique plutôt que d'avoir un vrai candidat porteur des valeurs républicaines de droite, qui sont pas les miennes, mais d'éthique et de moralité. On est tous touchés par François Fillon. Et la seule qui gagne avec cette posture de François Fillon, c'est Marine Le Pen. Elle est embourbée exactement de la même façon que lui dans des histoires d'assistants parlementaires, de détournement de fonds et d'emplois fictifs. Et pourtant, c'est elle qui gagne à cette défiance généralisée vis-à-vis de la politique. Il faut que les Françaises et les Français comprennent qu'il y a des responsables politiques honnêtes, convaincus, sincères, qui n'ont pas fait toute leur vie dans la politique et qui sont là pour essayer que notre société avance dans le bon sens, tous ensemble, en nous respectant les uns les autres, en nous réconciliant les uns avec les autres. D'un mot très rapide, j'ai commencé par les questions de sécurité, je voudrais finir par ça. Vous avez dit que vous étiez contre l'état d'urgence, que vous vouliez en sortir. Un terroriste a été arrêté il y a quelques jours avant de commettre peut-être quelque chose de grave au carrousel du Louvre. Il y a eu un certain nombre de jeunes qui ont été arrêtés avant qu'ils ne commettent un attentat. C'était dans la région de Montpellier. Ces événements-là ne vous font absolument pas changer d'avis ? Mais regardez les procédures qui ont été mises en place. Elles ne correspondent pas à l'état d'urgence. C'est des procédures classiques de la justice et de la police française. Vous ne trouverez pas un expert aujourd'hui des questions de terrorisme qui dise on a besoin de l'état d'urgence pour agir efficacement contre le terrorisme. Moi, j'ai toujours dit ce que j'aurais aimé après les attentats de Nice.
c'est que le président de la République, François Hollande, mette en place un comité national de lutte contre le terrorisme avec tous les responsables des partis politiques, avec tous les représentants des groupes politiques, les experts et les services pour rendre cet incroyable service aux Françaises et aux Français de gérer efficacement la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Pas sur de surenchère à la télé, efficacité, efficacité, efficacité. On vous a entendu. Yannick Jadot, merci. Merci beaucoup.